on va reprendre Pour ma mère, je n'étais rien de Richard Pelzer. Chapitre 8. Le pistolet. J'étais vidée émotionnellement et mentalement. Tout tournoyait trop vite pour moi dans mon esprit. Une seule pensée me maintenait éveillée. Comment faire pour empêcher maman de me faire du mal? Je devais trouver un moyen de mettre un terme à ces maltraitances. J'étais sûre que je n'aurais pas le courage de me défendre. Mais il devait bien y avoir un autre moyen. Il y en avait un que je pouvais facilement trouver. Ce que j'ignorais, c'était que j'étais incapable d'aller jusqu'au bout. En fait, j'avais peur de la tuer. Je me souviens de rares fois où, en déambulant sur le sentier près de l'école, ou parfois après une raclée particulièrement sévère, j'avais entendu cette voix intérieure. Je ne savais pas si c'était ma conscience ou une sorte de voix divine. Quoi qu'il en soit, c'était une voix familière. Non pas comme si je l'avais fréquemment entendue, mais plutôt comme quand j'entendais à la radio une chanson que j'avais l'impression d'avoir déjà entendue, il y a très longtemps, alors qu'elle venait de sortir. Qu'est-ce qui changerait? En la regardant conduire et se parler à elle-même, la seule chose qui me venait à l'esprit, c'était ce que je pouvais faire pour changer ma vie. Qu'est-ce que je peux faire? Et si je l'arrêtais? Mais comment? Je regardais par la fenêtre, m'efforçant de réfléchir, et finis par somnoler. Plus j'essayais de garder l'esprit clair, plus la fatigue m'envahissait. Mais je dois l'arrêter, je dois mettre fin à ce cauchemar une fois pour toutes. Je fus rapidement envahie par un sentiment familier, comme si je n'étais pas seule, comme s'il y avait de l'espoir. J'avais déjà ressenti cela. Du poison? Me demandai-je. Ou alors des produits qu'elle a mélangés pour essayer de tuer David? Ou alors je pourrais la pousser dans les escaliers? Soudain, je cessai de penser, submergée à nouveau par ce sentiment familier. Je ne trouve pas d'autre mot pour le décrire qu'une intervention. Quelqu'un ou quelque chose à l'intérieur de moi me disait d'arrêter, même dans ma situation. Mon cœur battait très fort et tout tournoyait dans ma tête. Ce que je contemplais fit monter l'adrénaline dans mon corps. C'est mal, tu le sais, me dis-je. Souviens-toi, souviens-toi. Ces mots résonnaient dans ma tête encore et encore. Me souvenir de quoi? Mais qu'est-ce que je suis censée me rappeler? Pendant tout le reste du trajet, je m'efforçais d'avoir les idées claires et de réfléchir. Me souvenir de quoi? Juste avant d'arriver à Delhi City, un calme s'empara de moi, un calme qui me parut familier. C'était toujours cette petite voix que j'avais entendue chaque fois que j'avais réellement eu besoin d'aide. La voix que j'avais entendue sous les arbres en allant à l'école. J'avais oublié cette petite voix simple qui me guidait. À présent, elle me disait: Mais tu vas ficher ta vie en l'air. Tu savais que ça ne serait pas facile. Je suis là avec toi. Est-ce que c'était mon imagination ou bien était-il possible que ce fût une intervention? Est-ce Dieu? Est-ce qu'il avait fini par m'entendre? Je me sentais à la fois pleine d'humilité et de colère. Humilité à l'idée que, finalement, mes prières avaient été entendues. Colère que cela ait pris si longtemps. Eh bien, c'est trop tard, décidai-je, et la voix disparut. Soudain, je me dis que personne ne m'aiderait, ou même que personne ne pouvait m'aider à présent. L'infirmière avait proposé de faire quelque chose pour moi, si seulement j'avais eu le courage de lui parler, mais ça n'avait pas été le cas. J'avais eu une opportunité rêvée de m'échapper, et une fois de plus, j'avais échoué. Déçu de moi-même, je devins tout simplement curieux. Comment est-il possible que maman ait une telle emprise sur moi, même quand elle n'était pas là? J'avais eu l'opportunité de contre-attaquer. Bien sûr, dans mon esprit, je l'avais vaincue à plusieurs reprises, mais ce triomphe était imaginaire. Il me fallait plus, bien plus. Pourquoi ne pas le faire une bonne fois pour toutes? Me demandai-je. Arrête de rêver, fais-le! Dans ma tête, j'étais en désaccord avec moi-même. Je voulais trouver une issue. Je voulais la liberté. Je voulais qu'on me laisse tranquille et qu'on me laisse la possibilité de grandir comme un enfant normal. Je dois l'arrêter. Comment est-ce que je peux l'empêcher d'avoir une telle emprise sur mon âme? Je savais que la réponse n'était pas bonne, dans tous les sens du terme. La vengeance. Mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Me demandai-je. Après notre arrivée, elle but jusqu'à l'abrutissement et eut bien du mal à aller jusqu'à son lit. Étendue sur le mien, j'avais la tête pleine de les mêmes pensées.
J'avais la tête pleine des mêmes pensées. Je me sentais submergée par le besoin bien réel de mettre un terme à la peur et à la souffrance. Mes pensées se firent de plus en plus claires, je repassais dans ma tête chaque acte de violence, chaque moment de honte. Ce qui était effrayant, c'est que je n'eus aucune hésitation. J'étais en paix, détendue et calme. Toute l'affaire ne prit qu'environ une demi-heure depuis le moment où je saisissais le pistolet noir de mon père dans son coffre jusqu'à la fin. J'allai jusqu'au lit de maman et plaçai le pistolet à la base de son crâne. Je m'interrompis. Mais si je le fais, qu'est-ce qui va m'arriver? Et si je le fais, je vais tout perdre. Je me perdrai moi-même. Je perdrai toutes mes chances de montrer à tout le monde que je suis vraiment un gentil garçon. Les mêmes mots me revenaient sans cesse à l'esprit. Tu vas fiche ta vie en l'air. Quelques instants plus tard, je ressentis à nouveau le sentiment familier. C'était le calme que j'avais ressenti précédemment. Je sus que je n'étais pas seule. Debout, dans la chambre de maman, avec quelqu'un ou quelque chose là, à mes côtés. Au moment où j'allais tuer quelqu'un, et pas n'importe qui, ma misérable mère, je n'étais pas seule. À l'intérieur de moi, la peur grandit et prit des proportions que je n'avais jamais ressenties auparavant. J'avais l'occasion et le moyen. Et en plus, j'en avais le courage. Richard, tu iras en enfer si tu fais ça. Mais je suis déjà en enfer et c'est elle qui mérite d'y aller, répondis-je mentalement à cette petite voix interne. Je levai le pistolet vers la base de son crâne et armai lentement le chien. Le bruit du métal déchira la pièce. Même l'air était immobile. Les secondes devinrent des heures. La peur céda la place au calme, l'anxiété à la détente. Je me sentais à l'aise. Un silence complet emplissait la pièce, comme la brume du matin qui se répand lentement dans la baie. Je regardai ma main, m'attendant à la voir trembler, mais ce n'était pas le cas. Je fermai les yeux et appuyai sur la détente. Le temps s'était arrêté et mon cœur battait à tout rompre dans l'attente du coup de feu. J'attendis ce qui me parut être un temps infini alors qu'il ne s'agissait en fait que de quelques fragments de secondes. Dans la chambre silencieuse, je ne pouvais entendre que le sang dans mes tempes. L'adrénaline coulait dans mes veines comme de l'eau dans un tuyau d'incendie. En ouvrant les yeux, je compris que je n'avais pas mis suffisamment de pression sur la détente. En voyant cela, la petite voix recommença à s'exprimer, mais cette fois-ci, ce n'était plus la voix douce et calme que j'avais entendue auparavant dans ma tête. La voix se trouvait dans la chambre. Elle emplissait l'air comme un cri. Mais en même temps, elle était tranquille. Arrête ça tout de suite et va-t'en, me dit la voix. Elle était tout aussi réelle que ma vraie voix. La peur d'appuyer sur la détente était maintenant éclipsée par celle qui remplissait mon cœur, ainsi que la pièce. Il y avait quelqu'un d'autre dans la chambre avec moi. Je n'arrivais pas à distinguer qui ou quoi. Je ne parvenais pas à voir quelqu'un d'autre dans la chambre, quelqu'un d'autre que maman et moi, mais je sentais une présence. Exactement comme quand je savais que maman était debout à côté de mon lit, malgré la couverture par-dessus ma tête. Je ne pouvais pas la voir, mais je savais qu'elle était là. Je savais que quelqu'un ou quelque chose se tenait debout, à mes côtés. Je restais immobile. Je crus entendre David en bas. Je crus entendre l'infirmière de l'hôpital me demander si tout allait bien. Tout à coup, je me mis à penser à Josh et à moi, marchant le long du sentier au milieu des arbres sur le chemin de l'école. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Me demandai-je effrayée. Je n'arrive pas à réfléchir, je peux pas respirer, je peux rien faire. J'étais terrifiée. J'avais souvent eu peur auparavant, mais jamais à ce point-là. Je n'avais jamais ressenti cette terreur profonde à l'intérieur même de mes propres pensées. Tranquillement, mais à contre-cœur, j'écoutais la petite voix. Je n'avais pas le choix. Pourquoi est-ce que je dois m'arrêter alors qu'elle peut continuer à me tromper moi, à tromper mes frères et à te tromper toi, Dieu? Me dis-je. Je réalisai alors que Dieu n'avait rien à voir là-dedans. Je secouai la tête pour tenter d'enlever les toiles d'araignée qui remplissaient mes pensées à la recherche de cette volonté de poursuivre ce que j'avais prévu de faire. Je soulevai mon pouce du pistolet et trouvai le chien. En sentant la pression contre mes doigts, je sus qu'il suffisait d'un instant et tout serait fini. Plus de douleur, plus de larmes,
Plus de souffrance, plus besoin de supplier les murs de béton du sous-sol qu'ils me comprennent, plus de prières inutiles, plus de maman. Je ne sais pas si fut moi ou Dieu, mais quelqu'un m'enleva le désir de tuer et le remplaça par du remords. Je me contentais de rester là, immobile et vide, sans colère, sans peur. Pendant un instant, je ne ressentis rien du tout. Je ne me sentais pas vraiment vide. En fait, j'approchais émotionnellement du rien. Pour la première fois, je ressentis l'absence totale d'émotion. Rien. Sans aucune honte, je m'éloignai du lit de maman, replaçai le pistolet dans le coffre de mon père avant de retourner me coucher. La sueur coulait de mon front et me brûlait les yeux. En me réveillant, j'étais complètement perdue. Est-ce que j'ai vraiment fait ça? Est-ce que je dormais? Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais incapable de dire ce qui m'avait réveillée était la conséquence de ce que j'avais fait ou d'un rêve. Je ne me souvenais pas. Je ne voulais pas me souvenir. Chapitre 9. La dernière trahison. Jusqu'alors, ma vie avait été vide et pourtant bien plus remplie que ce que la plupart des gens auraient pu imaginer. En me remémorant années précédentes, je pensais à ce que j'avais traversé comme on regarde une pièce de théâtre tout en montrant de l'empathie vis-à-vis des sentiments et des pensées des acteurs. Cependant, alors que j'avais 9 ans, je découvris quelque chose d'autre. Un événement était à l'origine de la personne que j'étais devenue et de ma manière d'affronter les années d'horreur qui allaient suivre. C'était la trahison de mon frère aîné, Chose, et les années de tourments qu'il avait vécues et dont j'étais responsable. Il était temps d'accepter ce qui m'avait été ma vie et celui que j'étais devenue. À 9 ans, j'étais persuadée que je ne reverrais jamais David. J'étais certain qu'entre maman, sa haine envers David et les sentiments qu'il devait avoir à mon égard, une rencontre avec mon frère ne pourrait jamais se produire. J'avais perdu toute occasion de lui dire tout simplement que j'étais désolée. Est-ce qu'il comprendrait? Est-ce que ça l'intéresserait? Il était le seul à pouvoir répondre à ces questions, et je pensais ne plus avoir jamais la possibilité de demander à mon frère s'il était capable de trouver dans son cœur un moyen de me pardonner. Peu de temps après que David eût été emménagé de la maison, pardon, eût été emmené de la maison et placé dans une famille d'accueil, maman me fit savoir que si l'un de nous le voyait un jour, il devait lui dire immédiatement. Elle en parlait comme d'un réel danger. Il viendrait nous faire du mal. Maman insista beaucoup sur le fait que David était très en colère contre la famille, et en particulier contre moi. Elle me répétait de nombreuses occasions. Il trouvera un moyen de se venger. Il est violent et Dieu seul sait qu'il est capable de le faire. J'étais terrifiée à l'idée de le voir, bien plus que par maman. J'étais convaincue que, s'il en avait l'opportunité, il se vengerait de toutes les souffrances que je lui avais causées. J'avais horriblement peur de lui. Tout ce que je savais vraiment, c'était ce que maman m'avait dit, qu'il avait été placé dans une sorte de prison, une maison de redressement, quelque part à l'extérieur de Daly City. Je ne savais pas où. Je ne savais même pas s'il allait revenir à l'école. Est-ce qu'il va m'attendre dans les couloirs, me suivre patiemment, en attendant de pouvoir se venger? Me demandais-je souvent. Et ce jour-là arriva. Je déambulais entre les salles de classe quand j'entendis quelqu'un appeler par mon nom. Je regardais autour de moi, sans parvenir à voir qui m'appelait ou si c'était vraiment moi qu'on appelait. Puis en continuant à marcher, je le vis émerger de la foule. C'était David. Je fus immédiatement terrifiée. Je fus assaillie par tout ce que maman nous avait dit, la peur qu'il soit libre et qu'il cherche à se venger. J'étais convaincue qu'il avait un couteau ou pire, un revolver. Il se dirigea vers moi et je me mis à trembler de peur. Je ne pus penser qu'à une seule chose, sa colère contre moi, son désir de vengeance pour les souffrances dont j'étais responsable. Dès qu'il se mit à me parler, je compris qu'il n'était pas en colère. Il avait presque l'air content de me voir. Il portait des vêtements propres et des chaussures qui lui allaient bien. Il avait l'air propre. On ne pouvait plus voir la faim sur son visage. Il avait l'air heureux. J'étais perdue. J'ignorais s'il me tendait un piège ou s'il était réellement heureux. Ce sentiment n'était pas normal sur son visage.
En fait, je ne me souvenais pas d'avoir jamais vu cette expression sur son visage. Il n'avait pas beaucoup de temps et il me demanda si nous pouvions nous rencontrer le lendemain pour discuter un moment. Je fus incapable de répondre autre chose que d'accord. Je m'attendais à ce qu'il se retourne et qu'il me tire dessus. Il disparut aussi vite qu'il était arrivé. Je pensais alors qu'il m'avait tendu un piège. Il voulait s'assurer que je sois à l'école, et maintenant j'avais accepté de le voir le lendemain. Pendant toute la journée, je ne pensais qu'à ce que maman nous avait dit de lui et au fait que je devais faire très attention si je le voyais à nouveau. En rentrant à la maison, je n'avais qu'une question en tête. Allais-je en parler à maman et lui demander de l'aide? C'était un vrai poids. Si elle avait raison, alors j'étais vraiment en danger. Si elle avait tort, alors pourquoi David voulait-il me voir? Si maman avait tort et que David avait vraiment l'intention de s'assurer que j'allais bien, je n'avais pas à m'inquiéter. Après dîner, une fois mes corvées accomplies, je pris ma décision. J'ai vu David à l'école aujourd'hui, lui dis-je. Sa réponse angoissée ne se fit pas attendre. Où ça? Son expression et le ton de sa voix me rappelèrent l'époque où, des années auparavant, David vivait au sous-sol comme un animal. Sa voix était exactement la même qu'alors, mauvaise et pleine de haine. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Où est-ce que tu l'as vu? Est-ce que quelqu'un t'a vu avec lui? J'avais peur et je me sentais bousculée par la vitesse de ses questions, comme si je devais être capable de répondre immédiatement. Comme auparavant, je me retrouvais à bégayer des réponses terrorisées. Elle remarqua mon expression et changea brutalement de comportement. Un bref silence emplit la pièce. Nous restâmes un moment à nous regarder sans parler. Le fait qu'une simple rencontre avec David puisse déclencher une telle agitation chez elle me persuada qu'elle avait raison. Il avait l'intention de se venger. Elle avait réussi. David était sorti de sa vie et elle était parvenue à le transformer en ennemi, celui dont nous devions tous avoir peur, celui dont j'avais effectivement peur. Son expression passa de la méchanceté à la fourberie. Elle savait qu'elle avait beaucoup d'emprise sur mes émotions. Elle parvint à me faire croire qu'elle était la seule personne qui puisse m'aider. Elle s'approcha de moi et j'eus un mouvement de recul. M'attendant à ce qu'elle me frappe, je fermai les yeux et les secondes qui suivirent me parurent infinies. Finalement, elle s'agenouilla devant moi et posa ses mains sur mes épaules. J'ouvris immédiatement les yeux, horrifiée qu'elle soit si près de moi. Je l'avais laissée me toucher. Je ne m'étais pas préparée à m'enfuir et à me protéger. Sa voix et son visage se firent doux. Son haleine empestait l'alcool. Je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à cette odeur pestilentielle. Tu dois m'écouter, il est dangereux. On ne peut pas imaginer ce qu'il est capable de faire, dit-elle sincèrement. En l'écoutant, je devins plus effrayée par David que par maman. Il était évident qu'elle éprouvait de la satisfaction en voyant que j'avais à présent bien plus peur de lui que d'elle. Il me faisait plus peur que tout ce qu'elle avait pu faire, ou tout ce qu'elle pourrait encore me faire. Bonsoir, chérie, merci. Peut-être que son plan consistait exactement à me mettre cette idée en tête. À quelle heure veut-il te voir? Demanda-t-elle. À la même heure qu'aujourd'hui, juste après la sonnerie, répondis-je. Je m'en occupe, dit-elle d'un ton qui m'était familier, puis elle se releva. Elle m'ordonna de me rendre au bureau de la directrice juste avant la sonnerie et de la retrouver là-bas. Elle m'expliqua qu'elle serait là pour me protéger de David. Ce soir-là, en essayant de m'endormir, j'étais incapable de déterminer si maman était là pour me protéger de lui, ou bien si au contraire, David tentait de me protéger d'elle. Je voulais seulement qu'il disparaisse tous les deux de mon esprit et de ma vie. J'avais si peur que je n'arrivais pas à dormir. J'essayais désespérément de comprendre pourquoi David avait besoin de me voir. Et si maman avait tort? Comment David pourrait-il savoir que je suis tombée dans le même piège que lui, celui dans lequel il était resté toutes ces années? Comment pourrait-il savoir ce qui m'est arrivé? Même quand il était à la maison, il n'avait jamais montré le moindre intérêt pour moi. Pourquoi est-ce qu'il s'inquiéterait de mon sort à présent? Après tout, j'étais celui qui avait rendu ces épreuves encore plus difficiles et de surcroît, il devait maintenant avoir d'autres angoisses. Ou bien, était-il possible que, même après tout ce que je lui avais fait,
il soit capable de comprendre que ce n'était pas vraiment de ma faute, que c'était maman qui me contrôlait, comme elle le faisait aujourd'hui avec Scott. Maintenant je comprends, réalisai-je. Je ne suis pas son horrible petit nazi. C'est elle, pas moi. C'était elle qui était responsable de la souffrance, pas moi. C'était elle qui se fichait de nous. C'était elle qui avait fait de ma vie un enfer. C'était à cause d'elle que David était parti. Peut-être que je ne suis pas si mal. Peut-être que David non plus. Et maintenant, c'était moi qui l'avais piégé. Maman serait là demain matin et n'avait aucun moyen de le savoir. Je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je devrais dire à maman que c'était un mensonge? Est-ce qu'elle me croirait? Est-ce qu'elle pouvait vraiment laisser passer l'opportunité de s'en prendre à David une dernière fois? En m'endormant, toutes ces questions se bousculaient dans ma tête. Le lendemain matin, je m'habillai et me préparai au petit déjeuner sans me faire remarquer. Peut-être qu'elle a oublié qu'il suffit de faire semblant de jamais lui en avoir parlé. Je pris mes livres et mon déjeuner, mais elle m'arrêta dans le couloir, m'attrapa par le bras et m'attira dans la cuisine. Ensuite, sans prévenir, elle me mit face au réfrigérateur et me dit: Ne me regarde pas! Tu me rends malade! Je ne savais pas ce que j'avais fait, mais du coin de l'œil, je pus voir qu'elle avait ouvert le placard de la cuisine et qu'elle attrapait quelque chose sur l'étagère du haut. Je ne vis pas ce que c'était. Non, pardon. Je ne vis ce que c'était que quand elle me força à me retourner. Elle avait à la main une grosse bouteille de tabasco. Mais je n'ai rien dit de mal, hurlai-je. Les larmes coulaient sur mes joues alors que j'anticipais le goût du tabasco. C'était devenu l'une de ses punitions préférées. Elle m'en avait fait boire d'innombrables bouteilles. L'odeur et le goût étaient épouvantables. Au départ, elle avait commencé à utiliser le tabasco à chaque fois qu'elle m'entendait lui répondre ou lui dire des gros mots. Dès qu'elle comprit son effet sur moi et combien j'en avais peur, elle se mit à m'en faire avaler souvent. Finalement, elle utilisait le tabasco pour me punir des bêtises que je m'apprêtais à faire. Aucune importance, aboya-t-elle. C'est pour que tu te rappelles que tu ferais bien de ne rien dire du tout, sac à merde. Elle ouvrit le tiroir de la cuisine, attrapa une cuillère, puis la jeta à nouveau dans le tiroir. À la place, elle sortit une grande cuillère à soupe et la remplit de tabasco. Ouvre la bouche tout de suite! Tout en pleurant, j'ouvris la bouche à contre-cœur et fermai les yeux. L'idée de l'odeur et du goût me rendait malade. Je savais qu'il valait mieux lui obéir, ou bien les choses seraient encore pires. Avec détermination, elle m'enfourna la cuillère dans la bouche et la retira en la frottant contre mes dents, pour m'assurer que je n'en avais pas manqué une goutte. J'essayai de ne rien avaler. Le goût dans ma bouche devint rapidement insupportable. Je savais que je n'avais pas le choix. Si je le recrachais, elle m'en ferait avaler une deuxième. Dès que j'ouvris les yeux, après avoir avalé la sauce, j'eus l'impression qu'il se mettait à gonfler. En coulant dans ma gorge, le tabasco brûlant était loin d'être aussi horrible que lorsqu'il parvenait à mon estomac. Je me sentis nauséeux. Ouvre la bouche, m'ordonna-t-elle. Je ne pouvais pas y croire. Elle allait me verser une seconde cuillère. J'essayai de parler et de lui donner une raison d'arrêter, mais dès que j'ouvris la bouche, elle y enfourna la cuillère. Bonsoir, Live, merci, c'est gentil. En avalant la deuxième, je me mis à baver. La salive dégoulina de ma bouche et coula sur ma chemise. Mon visage était baigné de larmes à cause du tabasco, et non pas de la peur. Je ne voyais presque rien, et m'efforçai de ne pas vomir. Encore une, chérie, me dit-elle. Je ne pouvais pas. Je mis mes mains sur ma figure pour l'empêcher de me faire avaler une troisième cuillerée. Sans le vouloir, je lui fis lâcher la cuillère et le tabasco se répandit sur le sol. À la fureur dans ses yeux, à sa lourde respiration, je compris que les choses allaient empirer. Je pouvais sentir la vodka dans son haleine à mesure qu'elle respirait, de plus en plus vite, ivre de colère. Elle se retourna et claqua violemment la bouteille sur la crédence. Elle m'attrapa par les cheveux. Lèche ça, comme un chien, hurla-t-elle. Lèche immédiatement. C'est à ce moment-là que je compris. À ce moment-là, exactement. Comme un chien.
C'était exactement ce que j'entendais encore et encore dans ma tête. Devant moi défilèrent les images de David sous la table, qui mangeait dans la gamelle du chien, comme un chien, comme un chien. Encore et encore dans mon esprit, cette phrase revenait sans s'arrêter. Mon visage maintenant tout près du sol, elle m'empêchait de relever la tête pour m'éloigner de l'odeur épouvantable. Elle frotta ma tête contre le sol dans la mare de tabasco, comme si c'était une serpillière. La pression de ses mains était de plus en plus forte. Je fermais les yeux. Je savais que si je mettais du tabasco dans les yeux, ce serait terrible. Je n'ouvris pas la bouche. Je la laissai juste essuyer le sol avec mon visage et ma chemise. Maintenant, mets-toi là, dit-elle. Quand je me fus relevée, elle me poussa contre le frigo et attrapa la bouteille de son autre main. Ouvre la bouche tout de suite, hurla-t-elle. Avec hésitation, j'ouvris la bouche une dernière fois. Avant même que j'aie eu le temps de réaliser qu'elle n'avait pas de cuillère dans l'autre main, je sentis le goulot de la bouteille de tabasco racler contre mes dents. Une fois la bouche pleine, je pouvais soit avaler, soit recracher. Mon erreur fut d'avaler. Encore, encore, encore. J'en avalai une seconde lampée. Je ne pouvais pas en avaler davantage. Des larmes plein les yeux, de la salive dégoulinant de ma bouche. Je repoussai ses mains et m'enfuis en courant de la cuisine pour me réfugier dans la salle de bain. Je vomis sur le sol et sur le lavabo. Je me tournai vers les WC et remplis mes mains avec l'eau de la cuvette pour la porter à ma bouche aussi vite que possible avant qu'elle ne puisse m'arrêter. Je me lavai du mieux possible, ma chemise était trempée de tabasco, de salive et d'eau, des toilettes et empestait encore plus. Enlève immédiatement cette chemise, dit-elle. Surpris, je m'immobilisai de terreur. Elle était suffisamment près pour pouvoir me frapper, et je ne pouvais pas m'échapper. Je m'attendais à ce qu'elle me donne des gifles et des coups de pied. Tous mes muscles se tendirent et je m'accrochai à la cuvette, mais rien ne se produisit. Enlève immédiatement cette chemise, répéta-t-elle. Étonnée qu'elle ne m'ait pas frappé, j'ôtai ma chemise. Elle m'écarta, rinça la chemise dans le lavabo et l'essora. Remets-la immédiatement. Je remis la chemise mouillée qui puait toujours le tabasco et le vomi. Je ramassai mes livres et ma boîte à déjeuner jaune, et elle me hurla d'aller dans la voiture et de l'attendre. Ce que je fis. Comme un chien, pensai-je, encore et encore, comme un chien. Assis dans la voiture à attendre qu'elle m'emmène à l'école, je compris encore une fois que j'étais devenue ce que j'avais méprisé jadis. J'étais devenue David. Et maintenant, je m'apprêtais à lui tendre un piège pour qu'il se retrouve une fois de plus à la merci de maman. Je m'apprêtais à tendre un piège à David et à donner à maman l'opportunité de lui attirer des ennuis avec les autorités puisqu'il me harcelait selon ses propres mots. En sortant du garage, maman me jeta un autre t-shirt. Elle m'ordonna de me changer et de jeter la chemise sale sur le siège arrière du monospace. Une fois arrivés à l'école, nous nous assîmes dans le hall et j'attendis patiemment. Finalement, maman m'accompagna le long des couloirs. Nous parvînmes à l'endroit où je l'avais rencontré la veille. J'avais l'impression d'être un prisonnier condamné à la chaise électrique. La tête basse, ma mère à mes côtés. Quelques secondes plus tard, je l'entendis m'appeler. Richard! Je ne levai pas la tête. Alors que nous approchions, mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. J'étais incapable de le regarder en face. Ne le regarde pas, ne le regarde pas, ne le regarde pas, me répétais-je à moi-même. Nous nous arrêtâmes dans le silence du couloir. C'était comme si personne d'autre n'était là. Le couloir dans lequel se trouvaient des centaines d'enfants une seconde auparavant était maintenant vide. En réalité, il ne l'était pas. Et des enfants passaient à côté de nous. Je ne me souviens pas de ce que maman lui a dit. Je ne me souviens pas du ton de sa voix. Elle avait le même que celui qu'elle utilisait pour lui parler quand il vivait avec nous. Le même ton qu'elle utilisait maintenant avec moi. Quand je me décidai à lever les yeux vers lui, il me parut évident qu'elle avait le même impact sur lui auparavant. David était complètement choqué et horrifié de la voir. Je le regardais. Quand nos yeux se croisèrent, je remarquai qu'il ne regardait plus au travers de moi comme avant. Il me regardait dans les yeux.
Je fus submergée par la honte et la peur. Il avait sans doute compris que j'étais celui qui avait mouchardé à maman et qu'il avait emmené là pour le tourmenter. Avant que j'aie compris ce qui se passait, David avait disparu et maman m'attrapait par le bras pour me ramener à la voiture. Ce fils de pète répétait-elle encore et encore. Quant à toi, ajouta-t-elle en hurlant, tu es mort. Elle accéléra pas à mesure qu'elle s'énervait. Je n'avais aucune idée. Non, je n'avais qu'une idée en tête. Il ne peut pas m'aider. Il ne m'aidera pas et maintenant, il est parti. Pendant si longtemps, j'avais fait souffrir David. J'étais celui qui le maintenait plus bas que terre et qui mentait à maman à propos de tous ses faits et gestes. J'exagérais tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il ne faisait pas pour lui attirer des ennuis. À présent, il avait été libéré et j'étais celui qui était à terre. Celui qui avait peur, celui qui se tenait là, terrifié, tremblant et trop honteux pour relever la tête. À peine quelques instants auparavant, je m'étais retrouvée devant celui qu'à l'époque j'avais été incapable de comprendre. À présent, je comprenais. Je comprenais trop bien. À l'âge de 9 ans, j'étais passée du statut de prédateur à celui de proie. Je comprenais pleinement ce que mon frère aîné craignait et pourquoi il ne pouvait pas dormir la nuit. Je comprenais pourquoi il avait toujours la tête basse, non pas par honte, mais à cause d'une sorte de respect que maman exigeait. Maman se convainquit un jour que David avait quitté la région de la baie de San Francisco et qu'il vivait dans une prison pour enfants. Elle était satisfaite qu'il ait fini par sortir de nos vies. Elle avait maintenant moins peur qu'il ne se montre sans qu'on s'y attende. Mais elle s'assurait quand même que j'avais conscience de la punition qui m'attendait si je le voyais à nouveau. J'étais bien plus terrifiée à l'idée que maman découvre que j'avais vu David que par la vengeance qu'il pourrait chercher à assouvir contre moi. Tu te trouveras dans la cellule juste à côté de la sienne si tu ouvres la bouche, ne serait-ce qu'une seule fois, me disait-elle. Si triste que ce soit, je me persuadais que David n'était plus un frère, qu'il n'était même plus une pensée, qu'il n'était plus en vie. L'attitude de maman à mon égard changea après l'entrevue avec David à l'école. Elle se mit à m'ignorer, ce qui me convenait parfaitement. Je savais trop bien quelle était l'alternative. Maman et mon frère Scott géraient tout dans la maison. Ils prenaient toutes les décisions comme s'ils étaient devenus mes parents. Ils agissaient en personne responsable du bien-être de ce qui restait de la famille. Maman semblait apprécier l'autorité que Scott avait sur moi quand il m'ordonnait de faire les corvées qu'il n'avait plus à faire lui-même. Toutes les corvées sales et désagréables me revenaient. Je savais que je pouvais m'attendre à récupérer chacune des tâches déplaisantes qu'il réussissait à inventer. Maman estimait toujours que certaines tâches étaient faites pour moi, comme par exemple nettoyer le chariot de bois qui était rangé près de la voiture dans le garage, ou le même chariot contre lequel je m'étais cogné la tête des années auparavant et qui n'avait pas été touché depuis. La saleté et les toiles d'araignée accumulées dessus étaient épouvantables. L'odeur de moisissure et de poussière me prenait à la gorge. En enlevant les vieilles bûches et le petit bois qui n'avait jamais été emporté jusqu'à la cheminée, je me souvins du visage de mon frère aîné qui vivait au sous-sol. Je me souviens des fois où je me cachais parmi la saleté et les insectes juste pour me dissimuler de maman. Derrière l'abri en bois, du même côté du garage, se trouvait le matériel de camping qui n'avait pas été utilisé depuis des années, lui non plus. C'était comme si le sous-sol était figé dans le temps et que rien n'avait changé. À cet endroit précis, enfant, j'étais convaincue que le temps s'était arrêté et c'était exactement ce qui semblait s'être produit. Les centimètres de poussière et de toiles d'araignée sur le matériel de camping me rappelaient que le sous-sol continuait à garder des secrets sinistres et à les protéger de quiconque. La pile de matériel de camping faisait plus de 2 mètres de haut et 2 mètres de large et était rangée avec soin dans un recoin au fond du sous-sol. Scott m'avait strictement ordonné de ramasser le matériel et de le mettre au fond du jardin et de le nettoyer. Pendant des heures, je sortis et lavai des années de saleté et de poussière, réduisant cette haute pile à rien du tout. Toute la partie cimentée du jardin était couverte des différents objets rassemblés. La journée passa, ma tâche semblait ne jamais devoir arriver à son terme, et je ne pensais qu'à David et au fait qu'à une époque, il dormait à côté de ce matériel, au sous-sol, comme un animal que l'on cache.
Je fus écœurée par ce souvenir de lui, ce garçon que l'on maintenait tout juste en vie au sous-sol. Il n'était pas un frère ou une personne, mais une chose qui vivait dans la pénombre et le froid. Mais je savais que, si je ne me concentrais pas sur la tâche à accomplir, je réveillerais un démon en elle et me trouverais à nouveau à sa merci. Je devais me débarrasser de mes pensées concernant David et retourner à cette activité inutile. Je passais la majeure partie de la journée à m'efforcer désespérément d'oublier mon frère, mais de voir le matériel de camping auquel je n'avais pas pensé depuis des années le ramener à ma mémoire. Et si je ne me rappelais pas venant camper avec nous? Je me souvenais très bien de lui dormant seul dans un coin du sous-sol glacial, sur ce vieux lit de camp de l'armée. Une fois que j'eus sorti tout le matériel, je tombai justement sur ce lit de camp, celui dont j'avais été jaloux et qui était à présent couvert de moisissures et de saleté. En l'ouvrant, je vis la toile déchirée et à nouveau son visage me revint en tête. Je me souvins de l'odeur que j'associais à lui, la sueur et la saleté, et qui subsistait dans la toile. Cette odeur avait toujours fait partie de lui. Dans mon esprit, je pouvais le voir étendu sur ce lit vêtu de ces vieux slips déguenillés qui auraient dû être jetés des années auparavant. Je me souvins du nombre de fois où j'avais été furieux contre lui, juste parce qu'il était vivant. C'était mon rôle de le haïr. Et aujourd'hui, j'avais honte. Une fois que j'eus nettoyé et rangé tout le matériel selon les instructions de Scott, je dis à maman que j'avais terminé. Elle envoya Scott inspecter mon travail, encore et encore. Il trouvait quelque chose à redire à ce que j'avais fait. Cela lui donnait l'opportunité de moucharder à maman, encore et encore. Je m'efforçai de mettre de l'ordre dans le matériel et de regrouper les objets selon leur utilité. Les sacs de couchage ensemble, à côté des lits de camp, le matériel de cuisine, à côté des outils, etc. Pendant plusieurs heures, et finalement plusieurs jours, Scott décréta que quelque chose n'allait pas, puis autre chose, et je trouvai enfin suffisamment de courage pour demander directement à maman ce qu'elle voulait que je fasse. Je rentrai dans la maison et me rendis dans la cuisine. Je la trouvai en train de raccrocher le téléphone. Saisissant la seule chance que je pensais avoir, je lui demandai timidement: Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le matériel de camping? Agacée, elle se dirigea vers la fenêtre arrière de la table, pardon, vers la fenêtre derrière la table de la salle à manger et observa l'organisation dans le jardin. J'ai dit que je voulais que tout disparaître. Tout va à la poubelle. Puis elle retourna dans la cuisine. Je sais alors que Scott avait joué un drôle de jeu avec moi, me faisant perdre mon temps et faire des efforts pour rien. Il était comme ça. Il avait été entraîné par un maître en la matière. Chapitre 10. Noël. Comme pour la plupart d'entre nous, Noël est ma période préférée de l'année. Avec toutes les odeurs et les bruits qui emplissaient l'air, ce jour a plus d'importance pour moi aujourd'hui qu'il n'en avait quand j'étais enfant. Toute la magie qui entoure le Père Noël m'est très personnelle. Cela n'a pas toujours été ainsi. À l'âge de 11 ans, j'estimais que maman avait raison et que même le Père Noël était d'accord pour dire que j'étais un épouvantable petit garçon roux plein de taches de rousseur qui ne méritait rien. Maman m'avait transformé en un être inférieur aux humains. À 11 ans, je découvris que les saisons étaient le meilleur moyen de m'assurer le temps qui passe. Je savais que c'était l'été quand maman me disait cette année encore pour mon anniversaire: Tu n'auras rien! Je suis désolée. Je savais que c'était l'hiver quand le crépuscule arrivait tôt et que les rues dans lesquelles je déambulais seule et sans but le soir étaient glaciales. Pendant ces moments, il me semblait que le meilleur moyen de ne pas me sentir trop perdue était de me souvenir d'époques meilleures. Bien que de tels souvenirs soient peu nombreux, j'en avais quelques-uns, cachés dans les archives de mon esprit. Aujourd'hui, quand j'y pense, je les associe souvent à Noël. Je me souviens d'une année où le Père Noël avait probablement dû faire 2 voyages pour la plupart des garçons de ma maison. À l'époque, on avait construit une petite pièce pour mes frères et moi dans un recoin du sous-sol, dont elle occupait moins d'un quart de la surface. Il s'agissait d'une cachette, mais je pouvais y ressentir la peur sombre et sinistre que j'avais appris à haïr dans la cave. À cause d'elle, les murs de cette glaciale chambre des horreurs semblaient se refermer sur moi. Le matin de Noël, une fois que tous les garçons étaient réveillés, en imaginant qu'un garçon puisse vraiment dormir la nuit de Noël, mes frères aînés Ross et Scott sortaient de leur chambre et se glissaient silencieusement dans celle que je partageais avec Kate.
Une fois maman debout, l'impatience des garçons grandissait et elle nous mettait en rang, du plus jeune au plus âgé, pour nous faire parcourir le couloir jusqu'au salon où le Père Noël avait déposé tous les cadeaux. Comme j'étais l'avant-dernière en âge, j'avais la meilleure vue. J'étais plus grand que mon jeune frère Kate et suffisamment grand pour empêcher Scott de voir quelque chose avant moi. Je n'eus jamais à me plaindre de cette tradition du matin de Noël. Le jour où je vis le flipper, avec toutes les lumières et les bruits qu'il faisait, je sus que le Père Noël avait été particulièrement généreux cette année-là. Je regardais autour de moi à la recherche des rubans rouges aux lettres dorées qui, les années précédentes, portaient nos noms et étaient enroulés autour du plus gros cadeau pour chacun. En haut du flipper, les énormes lettres dorées indiquaient Scott. Juste à côté se trouvait un tricycle vert, tout neuf, avec un ruban marqué Kate, accroché au poignet. Par-dessus une grosse pile de gadgets électroniques, il y avait un ruban doré avec Rose écrit dessus. J'allais jusqu'au bout de la pièce et me retournais. Je pensais avoir raté mon ruban, tout excitée que j'étais. Mais en étudiant la salle, je ne trouvais aucun ruban avec Richard écrit en lettres dorées. Tous les autres garçons s'émerveillaient de leur pile de cadeaux et des présents énormes qu'ils avaient reçus parce qu'ils avaient été sages toute l'année. Tout en cherchant, je jetai un coup d'œil à maman. Elle hocha la tête en désignant le pied du sapin. Je fus soulagée qu'elle ait remarqué que j'avais du mal à trouver ma pile de merveilleux cadeaux. La première chose que je vis au pied de l'arbre fut un ruban sur le sol marqué Richard. Juste en dessous se trouvaient 2 bandes dessinées. L'espace d'un instant, je paniquai. Est-ce que je n'avais pas de cadeau? Je m'obligeai à m'éclaircir l'esprit et à continuer à chercher ma pile de présents. J'étais convaincue que mon ruban était tombé et de ce à quoi il avait été accroché. Désespérée, je regardais en dessous du sapin et partout autour pour trouver mon cadeau. Quelques instants plus tard me revint à l'esprit la pensée horrible que j'avais eue quelques minutes auparavant. Mon ruban sur le sol, ce ruban doré qui recouvrait les bandes dessinées, cachait mes cadeaux. Je fus anéantie. Toute l'année, je m'étais secrètement consolée en pensant que j'aurais au moins une journée de paix et de soulagement. Je croyais que le seul jour de l'année pendant lequel je serais autorisée à faire partie de la famille serait le jour de Noël. Je l'avais entendu avec impatience depuis le mois de mars. Toute une année d'attente du Père Noël se terminait par la preuve que maman avait toujours eu raison. Pardon. Je la regardais parler aux autres garçons de leurs merveilleux cadeaux. Elle disait qu'ils devaient vraiment avoir été bien sages et les prenait dans ses bras l'un après l'autre, et chacun rayonnait de joie et d'excitation. Je restais assis sur le sol silencieux, seul, et passant inaperçu. Un peu plus tard, je ramassai le ruban. Je vis que l'une des bandes dessinées parlait de l'atterrissage d'Apollon sur la Lune et datait de plus de 10 ans. Et sur la couverture de l'autre, je vis le personnage de Snagglepuss, qui ne passait même plus à la télé depuis des années. J'avais toujours aimé la voix et les expressions de Snagglepuss quand je le voyais à la télé. Je pris les bandes dessinées et les observai attentivement. Ma croyance dans le Père Noël, la seule personne qui pouvait voir que j'essayais vraiment d'être sage et de faire ce qu'on me disait, de le faire dans un silence obéissant et sans me plaindre, cette croyance s'effaça tout bonnement dans l'obscurité. Même le Père Noël pensait que j'étais un enfant épouvantable. Je pris mes bandes dessinées et m'étendis sous l'arbre, de façon à pouvoir voir les branches par en dessous et toutes les lumières colorées accrochées dessus. Je me glissai de plus en plus loin dans le coin de la pièce où se trouvait le sapin. Une fois contre le mur, je serrai mes bandes dessinées contre ma poitrine et me mis à pleurer en secret. Je pouvais voir les garçons jouer avec leurs cadeaux, ainsi que maman agenouillée qui discutait avec Kate. J'étais cachée sous l'arbre depuis une bonne quinzaine de minutes quand maman réalisa que j'avais disparu.
Elle regarda autour d'elle, puis se dirigea vers ma cachette et me fit signe de me rapprocher. J'obéis à contre-cœur et sortis de dessous l'arbre. Elle se pencha vers moi et me murmura: Si tu gâches le Noël de mes garçons, tu vas le regretter. Sors de là-dessous et arrête de pleurer maintenant. Bonsoir Léa, merci, c'est gentil. Quand je l'entends dire mes garçons, je compris qu'elle était en colère. D'un côté, il y avait maman et ses garçons qui savouraient la musique et l'excitation de ces heures précédant le petit déjeuner de Noël. Thank you very much, Léa. Et de l'autre, il y avait moi, assis par terre, déterminé à ne montrer aucune émotion, et je compris ce qui s'était passé. Maman avait conditionné le reste des garçons à s'attendre à ce que je sois mise à l'écart. Ils étaient conditionnés à ne pas réagir. Quand maman quitta la pièce pour aller à la cuisine chercher sa bouteille, mon jeune frère Kate vint vers moi et me demanda si je voulais voir sa nouvelle moto Everett Neville. Avant d'avoir le temps de me relever, maman m'attrapa par surprise, me saisit le bras et me conduisit jusqu'au canapé. Dessus, il y avait quelques cadeaux dont le papier d'emballage ne portait pas de nom. Je les avais vus sous l'arbre depuis des semaines et était parti du principe qu'ils étaient pour quelqu'un d'autre. En fait, ces quelques cadeaux sans nom sur le canapé étaient pour moi. Habituellement, chaque garçon ouvrait ses cadeaux l'un après l'autre, et chacun attendait que tout le monde en ait ouvert un pour ouvrir le suivant. À la fin, tous les cadeaux étaient ouverts et les enfants les comparaient. Je ne me souviens pas que mes présents aient contenu autre chose que des vêtements et des bonbons. Quand j'ouvris le dernier cadeau, les autres garçons en avaient encore plusieurs et je restais là, à les regarder. Je pensais aux années précédentes, quand je n'en revenais pas du nombre de cadeaux juste pour moi. Je regardais mes bandes dessinées et compris qu'elles étaient réellement mes cadeaux. Kate finit par revenir avec sa moto. C'était un petit jouet. Comme on l'a remonté, elle roulait toute seule, puis elle finissait par tomber. Curieux de voir ce que c'était, je laissai mes bandes dessinées sur le canapé et me rendis dans le couloir. Il a fait remonter le jouet et montra comment le faire rouler tout le long du couloir. Je jetai un coup d'œil à la cuisine et vis maman devant son verre de vodka. Il devait être 7 heures du matin. Elle était déjà retournée à ses habitudes, alors que les garçons jouaient avec leurs jouets. J'étais contente d'avoir quelqu'un avec qui jouer. Nous restâmes, ce qui parut être des heures dans le couloir, à faire rouler la moto par-dessus les obstacles que nous avions installés. Kate et moi jouâmes ensemble pendant quelques heures sans que maman intervienne. Ce fut un moment merveilleux que je n'oublierai jamais. Assez vite, on nous demanda de sortir avec le jouet parce que Scott voulait déplacer son flipper pour le mettre dans la chambre que je partageais avec Kate. Maman pensait que si on installait le flipper dans la chambre de Scott, il ne dormirait pas de la nuit, et cela ne lui plaisait pas du tout. Il était si important aux yeux de maman qu'elle faisait toujours en sorte que rien ne puisse le déranger, même si c'était au détriment des autres garçons. Depuis la cuisine, nous entendîmes maman appeler: Les garçons, ramassez les papiers cadeaux pendant que je prépare le petit déjeuner. Nous attendions tous le petit déjeuner de Noël avec impatience. Maman préparait toujours un véritable festin et une belle table. C'était presque aussi bien que d'ouvrir les cadeaux. Une fois que nous eûmes commencé à rassembler les papiers cadeaux, maman sortit de la cuisine, m'attrapa par le bras, m'attira dans le couloir et me dit: Descends les poubelles au sous-sol et attends-moi là-bas. Ramasser les papiers ne semblait gêner personne à part moi. J'avais peur de la raison pour laquelle maman me voulait seule en bas. Quelques minutes auparavant, Kate et moi passions le moment le plus sympa que nous avions partagé depuis longtemps. Kate et moi ne discutâmes jamais de la raison pour laquelle je n'étais pas sur la liste des enfants sages du Père Noël. Je suppose qu'il s'y attendait, alors que j'avais été pris par surprise. Et maintenant, j'avais peur. Après avoir descendu les sacs à la cave et les avoir posés près des poubelles, je me mis à penser à des jours meilleurs. Je me souvenais combien j'étais impatient le matin de Noël et combien je me sentais aimée grâce à mes cadeaux. Au milieu de ma rêverie, je fus surpris par maman qui me fit tourner sur moi-même pour lui faire face dans la pénombre du sous-sol. Seule. Je fus saisie de panique quand elle se pencha vers moi et me dévisagea de ses yeux rouges et gonflés. « J'ai acheté ces livres pour toi !» disait-elle. « La seule raison pour laquelle je les ai achetés, c'était pour que tu ne fasses pas une scène pendant que mes garçons ouvraient leurs cadeaux. Le Père Noël n'existe pas et il est temps que tu le comprennes.
Je suis la seule personne qui s'occupe de cette famille et de toi. J'avais entendu d'autres enfants dire que la magie de Noël et du Père Noël venait de l'amour des parents, mais je n'avais jamais voulu y croire. Maintenant, j'étais au courant. Maman venait de tuer la dernière parcelle d'enfance qui me restait. Elle m'enleva la croyance et la magie en l'espoir que seul le Père Noël pouvait susciter. Maman sourit, puis tourna les talons et s'éloigna. Seule, dans la pénombre du sous-sol, je m'assis et me mis à pleurer. Toujours assis sur le sol de béton, je me relevai et me dirigeai vers le coin où David avait dormi à une époque, au fond du sous-sol. En regardant cet espace vide où se trouvait jadis le lit de Kankaki, je me mis à pleurer. J'étais devenue comme lui, différent, et pourtant pareil. Je ne faisais plus partie de la famille, et je ne faisais partie de rien d'autre. J'étais seule, et j'avais mal. Je demandais à quoi David pouvait bien penser quand il se retrouvait seul quelques instants au sous-sol. Je me demandais s'il avait pensé à des époques meilleures, s'il n'avait pas de souvenirs d'époques meilleures. Je fermai les yeux et revins vers les marches qui menaient au salon, emplis de musique, du bruit, des jouets et des rires de mes frères. Silencieusement, je montai les marches, me rendis dans ma chambre et grimpai sur mon lit, seul. Très vite, le matin laissa la place de l'après-midi et maman se mit à préparer un repas de Noël très élaboré. Assis sur le canapé du salon, je pouvais observer tranquillement mon environnement. Maman avait toujours aimé décorer la maison du sol au plafond, depuis Halloween jusqu'au Nouvel An. Le salon dans lequel se trouvait le sapin était couvert de décorations de Noël. Sur le manteau de la cheminée, comme partout dans la pièce, il y avait des ornements et des lumières. C'était magique. Je me rappelais quelques années plus tôt, lorsque je fis des bonds de joie à la vue de mon ruban rouge aux lettres dorées, enroulé autour des poignets de mon nouveau vélo. Je me souvins d'avoir fait quelques mètres dans l'allée et d'avoir eu peur que les roulettes ne se détachent et que je tombe. À mesure que ces souvenirs de temps meilleurs me revenaient, je compris que cette époque était bel et bien révolue. Le dîner fut rapidement prêt et je ne me sentis pas humiliée par la routine habituelle qui consistait à attendre que mon jeune frère commence à manger. On aurait dit que la table avait été mise pour un roi. De hautes bougies rouges posées sur le buffet et de petites figurines emparpillées sur du coton, comme si c'était de la neige, n'étaient que quelques-unes des décorations. Pendant tout le dîner, le tourne-disque égrena doucement des chansons de Harry Belafonte, Nat King Cole et bien entendu Bing Crosby. Ces quelques heures de paix entre maman et moi valaient bien toutes les tortures de l'année. Ces souvenirs de Noël sont sans aucun doute les meilleurs de ma vie. Une fois la nuit tombée, Noël touchant à sa fin, chaque garçon s'assit près de l'arbre pour s'émerveiller de ses cadeaux. Je me sentais bien, tout simplement allongée sous l'arbre à regarder les lumières colorées qui clignotaient dans la pénombre. Je restais là pendant des heures, au chaud, et content de savoir que, même si ce n'était qu'une seule fois dans l'année, j'avais passé une bonne journée. L'une des rares occasions où un membre extérieur de la famille osait passer plus de quelques minutes dans la maison était Noël. Grand-mère était venue de Salt Lake City pour passer quelques jours avec nous. Quand nous apprîmes que mamie allait venir juste avant les vacances, maman me fit la leçon sur ce qu'il fallait dire et surtout sur ce qu'il ne fallait pas dire. Ross et Scott avaient compris du premier coup et n'avaient apparemment pas besoin qu'on leur répète aussi souvent qu'à moi. Maman me faisait répéter tout ce que je devais dire et s'assurer que mon ton et ma façon de parler lui convenaient. Ce qu'elle exigeait que je dise devait l'être d'un... Pardon. Ce qu'elle exigeait que je dise devait l'être d'un ton méchant et froid. Maman faisait en sorte de faire comprendre à mamie qu'elle ne faisait en aucun cas partie de sa vie. Elle m'entraînait à dire des choses telles que Noël est une fête pour notre famille. Qu'est-ce que tu fais là? C'est réservé à la famille et t'en fais pas partie. Je savais que parler à un adulte d'une manière un tant soit peu irrespectueuse, ou bien lui raconter des mensonges, était totalement inacceptable, sauf quand il s'agissait de mamie. Non seulement j'en avais le droit, mais on m'encourageait à la traiter comme si elle était inférieure. Comme je subissais ce traitement plus souvent qu'à mon tour, je n'avais pas de difficulté à faire pareil. Maman avait préparé chaque garçon à l'arrivée de mamie
par un long discours sur la possibilité que celle-ci tente de gâcher Noël pour nous tous. Ne la laissez pas mettre son nez dans notre famille. C'est une fête réservée à la famille. Maman n'avait aucun problème à dire à sa mère qu'elle ne voulait pas la voir. Elle disait à sa propre mère qu'elle était insignifiante. À plusieurs reprises au téléphone, elle avait dit à mamie qu'elle n'était pas la bienvenue et qu'elle ne faisait pas partie de sa famille. La plupart du temps, elle lui tenait ce genre de discours quand elle était ivre et que son mauvais fond faisait surface. Cela me surprenait toujours de voir la haine que maman avait envers sa propre mère, alors que je ne ressentais pas moi-même de haine envers la mienne. Je me demandais souvent ce que pensait mamie, sachant que sa fille était une alcoolique et qu'elle maltraitait ses enfants. Mamie semblait tout garder à l'intérieur d'elle-même. Du moins, elle ne laissait rien paraître. Peut-être qu'elle en savait davantage sur l'état mental de sa fille qu'elle ne le montrait pas. Elle s'entendait comme chien et chat, toujours à se chamailler pour quelque chose. Maman m'avait convaincue que mamie était une vieille dame méchante qui détruirait notre famille si nous la laissions faire. Je me souviens de mamie, assise près de la grande baie vitrée, à regarder les enfants jouer dans le salon. Je m'approchai d'elle avec le discours que j'avais répété. Tu n'es pas la bienvenue dans notre famille. Tu devrais rentrer chez toi, ordonnai-je. J'avais dit mon discours soigneusement répété et je retournai dans la cuisine. Maman fut heureuse que j'en étais capable d'accomplir la tâche qu'elle m'avait confiée avec autant de finesse. Elle sourit et m'assura que j'avais été très bon. Sur ce, mamie plia bagage, quitta la maison avant le petit déjeuner, rentra chez elle en voiture, seule. Je savais très bien la souffrance que j'avais causée. Je n'avais pas pitié d'elle. Si mamie savait vraiment que sa fille était une malade mentale complètement instable, elle aurait dû faire en sorte que les autorités s'occupent également des autres enfants. Telles étaient les relations entre la mère et la fille, maman et mamie. Elles ne pouvaient pas, ou bien ne voulaient pas, voir le mal qu'elles se faisaient mutuellement. Elles s'en fichaient. Chacune ne s'occupait que d'elle-même. De mon point de vue, la relation entre les enfants qui grandissaient et mamie ne pouvait être décrite que comme fausse. J'ignorais si les autres garçons étaient capables de faire abstraction de l'amertume entre maman et mamie pour voir en cette dernière la personne qu'elle était réellement. Plus tard, j'ai appris que mamie était quelqu'un de bon, mais exigeant. Elle avait peu de place dans son cœur pour les personnes qui la faisaient souffrir ou qui ne la traitaient pas correctement. Maman traitait mamie avec cruauté et sans pitié depuis des années. À présent, en plus de supporter des relations familiales misérables, j'avais contribué à renforcer la haine et la méfiance. Une fois de plus, j'étais un pion et maman me contrôlait. Il me fallut plusieurs années pour comprendre ce qu'elle faisait et comment elle modifiait ses tactiques de manipulation de ses enfants pour combler ses besoins personnels. Elle n'hésitait jamais à réduire à néant mon estime de moi ou le semblant de dignité que je parvenais parfois à trouver si fugace, futile. Je vous remercie à tous pour votre visite. Je vous souhaite une agréable soirée et on se retrouve très vite pour la suite. Bisous bisous.